Bonjour chers fans et chers spectateurs. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre fidélité à la chaîne Background Corp. À la demande de plusieurs d'entre vous, nous avons commencé à réaliser des vidéos avec des explications audio. Sentez-vous libre de poser vos questions en commentaire. Je vous répondrai également en commentaire ou via des vidéos explicatives. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. LPIC veut simplement dire certification de l'Institut professionnel Linux. La certification LPI a 3 niveaux, à savoir LPI 1 pour être administrateur Linux, LPI 2 pour être ingénieur Linux, LPI 3 pour la spécialisation en environnement mixte ou en sécurité ou en virtualisation et haute disponibilité. Le passage à un niveau supérieur requiert le précédent. Ce sera tout pour la petite introduction. Dans le sujet 102 de LPIC 1, nous allons voir l'installation de Linux et la gestion des paquets. Vous avez ici les objectifs du sujet 102, ce que vous devez connaître à la fin de ce chapitre. Partitionner un disque dur, installer un amorceur de démarrage, gérer les librairies partagées, utiliser les gestionnaires de paquets Debian et utiliser les gestionnaires de paquets Red Hat. Commençons par l'installation de Linux, précisément la distribution Debian. Vous avez ici les différentes étapes de l'installation. Le choix de la langue, le choix de la disposition du clavier, les paramètres réseau, partitionnement du disque dur, la création des comptes utilisateurs, ainsi de suite. Vous avez la possibilité de voir en pratique comment ça se fait. Suivez juste le lien au bas de l'écran. Pour des raisons de sécurité et de flexibilité, c'est recommandé de partitionner son disque dur à l'installation. Une partition pour les fichiers système, une autre pour les données personnelles, une autre pour des applications. Tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. La swap, c'est tout simplement la mémoire virtuelle récupérée sur le disque dur. C'est comme une mémoire d'aide à la RAM. Un problème qui est régulièrement rencontré, c'est celui de partition pleine. Sous Linux, ça se résout selon le type d'installation du système. Nous verrons cela au sujet 104. Des vidéos sur ce type d'installation ont aussi été réalisées. Pour cela, rendez-vous sur notre chaîne. Lorsque vous installez un système d'exploitation Linux, vous créez des partitions primaires et étendues. Vous ne pouvez créer que 4 partitions primaires dont la 4e sera étendue pour vous permettre de créer des lecteurs logiques. La partition primaire est généralement celle directement liée à vos fichiers système. C'est dessus que s'installe votre système d'exploitation. La partition étendue supporte vos données brutes à travers les lecteurs logiques. Pour que votre système d'exploitation démarre, la table de partitionnement est recherchée dans le premier secteur du disque dur. Pour retrouver le chargeur d'amorçage ou secteur d'amorçage, sans lui votre système d'exploitation ne démarre pas. Il n'y a pas un ordre exigé dans la création des partitions primaires. La partition étendue théoriquement peut contenir un nombre illimité de lecteurs logiques. Tout dépend de la taille de votre disque dur. Il n'est quand même pas recommandé d'aller au-delà de 23. Contrairement aux partitions primaires, les partitions logiques sont toujours contiguës. Nous avons vu plus haut que les fichiers système étaient inscrits sur des partitions primaires. Mais, sur le dernier point, nous voyons qu'un système peut démarrer sur une partition logique. Oui, c'est vrai. Il suffit juste d'inscrire vos partitions logiques dans le Master Boot Record. Je profite pour lever un équivoque sur l'emploi des expressions partition logique et lecteur logique. Les deux expressions s'emploient très bien et veulent dire la même chose. C'est aussi appelé partition secondaire. Chaque disque a une convention de nommage, ce qui veut dire que la représentation d'un disque dur, IDE, SCSI, SATA, SAS ou même d'une clé USB ne sera pas la même. Les différentes partitions que nous créons à l'installation ont des codes différents qui permettent de les identifier. Une partition standard aura pour code 83, la swap 82,
et une partition LVM 8E. À l'aide de la commande fdisk-l, on a la liste des partitions créées, leur taille. On remarque bien à la colonne des ID que le code de la swap est 82 et 83 pour les autres partitions Linux. Pour que vous compreniez bien le tableau de partitionnement, considérons que nous n'avons que des contrôleurs IDE par exemple. En faisant le croisement maître primaire par rapport à la case A, on dira HDA, le disque dur maître sur le contrôleur primaire IDE. Pour la case B, on dira HDB, le disque dur exclave sur le contrôleur primaire IDE. Pour la case C, on dira HDC, le disque dur maître sur le contrôleur secondaire IDE. Pour la case D, on dira HDD, le disque dur exclave sur le contrôleur secondaire IDE. Servez-vous de la nomenclature des précédents écrans et faites le même exercice avec un disque SATA. Sous Linux Debian, des partitions standards comme la racine, le boot, le var, l'USR, le TMP, dont il faut s'en servir, sont déjà prédéfinies. Tout comme certaines partitions sont indispensables lors de l'installation, des répertoires importants sont créés, comme le /bin qui contient des commandes de base, le /sbin qui contient les commandes de base nécessaires à l'administration système, le /lib qui contient des librairies, le /etc qui contient des fichiers de configuration et le /dev qui contient des fichiers spéciaux correspondant au périphérique. Terminons par cet écran avec le partitionnement. La commande df nous permet d'afficher nos partitions et les répertoires qui y sont montés et leur taille. L'option "-h" permet de faire une bonne lecture de l'unité de mesure. L'amorceur de démarrage. C'est un petit programme contenu dans le Master Boot Record et qui permet de charger le système d'exploitation. Vous avez ici les caractéristiques de l'amorceur de démarrage. On a plusieurs types de bootloader ou amorceur de démarrage en fonction des évolutions du système d'exploitation. Il est possible de modifier temporairement ou permanemment le démarrage du système d'exploitation. Ceci est très souvent utile pour des besoins de maintenance. Vous avez là quelques options généralement manipulées. Parlons ici des amorceurs de démarrage. Après l'ILO, nous avons eu grep 1 et ensuite grep 2, qui est encore utilisé. Grep 1 a pour appellation grep tout court, ou grep legacy. Grep 1 est un ancien amorceur de démarrage, valable pour Ubuntu 9 et ses versions antérieures. Il faut noter que grep 1 et grep 2 sont incompatibles. Pour installer que ce soit grep 1 ou grep 2, on utilise la commande grep-install. Update-grep ou update-grep2 est utilisé pour la mise à jour du fichier de configuration. Le fichier récapitulatif des configurations de grep 2 est généré avec la commande update-grep ou grep-mkconfig. Si vous avez grep 1 installé et vous souhaitez migrer vers grep 2, tapez simplement la commande apt-get install grep-pc. Pour voir tous les systèmes d'exploitation que vous avez installés, utilisez la commande os-probe. Nous allons un peu parler de l'ILO. L'ILO est l'ancêtre de l'amorceur de démarrage, bien entendu avant grep 1 et grep 2. Avec l'évolution des recherches, il a été remplacé par grep 1. Son fichier de configuration est lilo.conf, logé dans le répertoire etc. Après modification de son fichier de configuration, tapez la commande lilo, tout simplement. Cela permettra de prendre en compte les modifications effectuées. Le MBR, Master Boot Record, est le premier secteur du disque dur, dont la taille est de 512 octets.
Le MBR contient l'amorceur de démarrage, grub. Il est possible d'afficher le MBR. Sur cet écran, nous affichons le MBR à l'aide de la commande DD et ses options. À l'avant-dernière ligne, nous avons l'information sur notre amorceur de démarrage, qui est bel et bien grub. Vous avez ici quelques directives se trouvant dans le fichier de configuration de grub2. Cela peut être utile pour personnaliser le grub. Les exécutables sont des programmes contenus dans le système d'exploitation. La commande locate permet de trouver très rapidement un fichier, simplement parce qu'elle se sert d'une base de données contenant la liste des fichiers existants. Cette base de données est mise à jour avec la commande updatedb. Ainsi, les fichiers nouvellement créés seront enregistrés dans cette base de données. mlocate joue le même rôle que la commande locate. La commande reach permet de localiser une commande en affichant son arborescence. Par exemple, les exécutables bash, ls, init et exim. La commande LDD, quant à elle, sert à déterminer les librairies dont dépend un exécutable. La commande whereis permet aussi de localiser un exécutable en affichant son arborescence, mais en plus affiche l'arborescence du manuel lié à l'exécutable. La commande find sert aussi à rechercher un fichier, contrairement à locate. Find ne lit pas dans une base de données, mais plutôt au sein de l'arborescence. Donc, la commande find est moins rapide que locate. On peut exécuter une action après find. Dans l'exemple ci-dessous, on recherche dans le répertoire etc des fichiers de la taille de 10 kg. L'action exécutée après avoir retrouvé ces fichiers est la suppression. Les librairies sont des fonctions nécessaires pour le bon fonctionnement des exécutables. On a deux types de librairies: les librairies statiques et les librairies dynamiques. Les librairies statiques sont utilisées pour les anciennes applications avec pour extension -a. Vous avez là les différences fondamentales de ces deux types de librairies. Parlons à présent des paquets. Sous Linux, généralement, au lieu d'employer le terme logiciel, on parle plutôt de paquets. Les paquets peuvent être installés via un serveur web local ou distant, via un CD-ROM ou toute autre source. L'installation d'un paquet peut se faire grâce à un gestionnaire de paquets, qui vérifie avant toute installation l'existence préalable de ce paquet dans votre système d'exploitation. Si ce paquet est déjà installé, il peut le mettre à jour si la version installée est plus récente. Ou encore, si le paquet à installer est une version antérieure, le gestionnaire peut désinstaller le paquet dont la version est récente et installer l'ancienne. Tout dépendra de votre choix. On distingue deux grands types de paquets sous Linux: les points .deb pour Debian et dérivés, les points .rpm pour Red Hat et dérivés. Notez qu'il est possible d'installer un point .deb sous Red Hat et un point .rpm sous Debian. Ceci grâce à la commande alien. La gestion des paquets sous Debian et dérivés. L'extension des paquets sous Debian est le point .deb. Lorsqu'on télécharge un paquet, il faut prêter attention au nom, à la version, à la plateforme et à l'extension.
Toutes ces informations constituent la nomination d'un paquet. DPKG et APT sont des utilitaires qui permettent de gérer des paquets. Pour pouvoir télécharger des paquets, un fichier important se trouve dans l'arborescence /etc/apt. C'est le source.list. À chaque fois qu'il a été modifié, on le met à jour avec la commande apt-get update. C'est dans ce fichier qu'il faut renseigner les liens des sources de téléchargement des paquets. Sur cette image, vous avez le contenu du fichier source.list. À la première ligne est renseigné le DVD de Debian. Et cette ligne n'est pas commentée par le dièse. Donc, les paquets sont récupérés sur le DVD. Les lignes suivantes sont commentées. Ce sont des sources distantes. Tout dépend de vous. Vous pouvez les décommenter si vous souhaitez télécharger les paquets à distance. La commande dpkg a énormément d'options. Vous pouvez vous en servir, selon l'utilisation que vous voulez en faire. La commande dpkg est liée à plusieurs fichiers. Dans ces fichiers, on retrouve ses options de configuration par défaut, sa journalisation, la liste des paquets disponibles, l'état des paquets, s'ils ont été installés ou pas. dpkg-dev crée un paquet, des paquets ou donne des renseignements sur une archive Debian. dpkg-query permet d'avoir les informations sur un paquet. dpkg-reconfigure permet de reconfigurer un paquet après son installation. Ici, on a apt combiné avec get et ses options. C'est important de les connaître et tester. On a besoin de les utiliser pour effectuer certaines tâches. Là, c'est apt avec cache et ses options. Là encore, c'est bien de les connaître pour s'en servir en cas de besoin. La gestion des paquets sous Red Hat et dérivés se fait avec la commande rpm. Comme toute commande, elle a aussi ses options. Sous Red Hat et dérivés, la commande rpm manipule les paquets au format .rpm. Mais c'est une commande incomplète lorsqu'il faut installer un paquet, selon certaines configurations recherchées. Vous avez ici les options de requête de la commande rpm. Voyons ici un gestionnaire de paquets plus évolué de Red Hat et dérivés. Yum gère aussi les paquets au format .rpm. Contrairement à la commande rpm, Yum permet d'installer un paquet et ses dépendances. Sous Red Hat et dérivés, le fichier de renseignement des sources est situé dans l'arborescence /etc/yum.repo.d. Ici, c'est plusieurs fichiers, et non pas un seul comme avec Debian. Nous terminons ce chapitre avec quelques variantes et options de la commande de Yum.